Pour beaucoup, la vision du clivage gauche-droite pourrait se résumer assez simplement. D'un côté, la gauche, qui défend les travailleurs, les pauvres et les opprimés en tout genre, tout en se battant pour des valeurs progressistes afin de laisser à chacun la liberté de faire à peu près ce qui lui plaît. Et d'un autre côté, la droite, qui, elle, se battrait pour la liberté, non pas des individus, mais de celle du marché, et pour les droits des plus puissants au détriment des plus faibles, le tout en cherchant à limiter la liberté des individus. D'un côté les gentils, de l'autre les méchants. Une vision assez caricaturale et simpliste qui pourtant est extrêmement répandue. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons non seulement détruire ce mythe, mais surtout, nous allons mettre à mal le fameux clivage gauche-droite. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était L'Empire du moindre mal de Jean-Claude Michéa. Et ce livre, je ne l'ai pas lu tout seul puisque je l'ai lu avec Cato Minor de la chaîne du même nom que je vous invite à aller découvrir. D'ailleurs, si on devait le classer dans ce clivage gauche-droite, Michéa serait très clairement à classer à gauche. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours bien vu dans son propre camp parce qu'il aime en montrer les faiblesses et surtout les contradictions. En fait, dans sa forme actuelle, la gauche n'est que l'idiote utile du capitalisme. Elle promeut ce qu'elle est censée combattre. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais dans un premier temps, il me semble essentiel de nous attarder sur la grande thèse de Michéa. Le libéralisme culturel, qu'on associe à la gauche, et le libéralisme économique, qu'on associe à la droite, sont en fait les deux faces d'une même pièce. Pour Michéa, le clivage gauche-droite est un mirage. Parler de gauche et de droite, c'est effectivement très pratique pour choisir un camp. Mais ça reste quand même très binaire, et c'est pas l'idéal lorsqu'il s'agit d'apporter de la nuance. Le clivage gauche-droite est, par bien des aspects, assez caricatural, mais surtout, il ne permet pas d'analyser le monde de manière pertinente. Il en offre au contraire une vision faussée. D'un côté, à gauche, on aurait le libéralisme culturel, c'est-à-dire la libération des mœurs, la liberté individuelle, et de l'autre, à droite, le libéralisme économique, c'est-à-dire le libre-échange sans intervention de l'État. Et c'est là qu'intervient la grande thèse de Michéa, parce que selon lui, cette vision des choses est tout simplement fausse. Il n'y a pas d'un côté le libéralisme culturel et de l'autre le libéralisme économique. La gauche et la droite ne s'opposent pas, mais marchent main dans la main pour accomplir le projet libéral. On a pour habitude de classer à droite le libéralisme économique, et pour beaucoup, la gauche s'opposerait au libéralisme. Et après tout, la gauche, c'est censé être le camp des travailleurs, des prolos. Bref, la gauche serait là pour s'opposer au projet libéral de la droite. Pourtant, si on en revient aux sources, on se rend compte que ce libéralisme économique que la gauche combat en apparence, et en apparence seulement, historiquement, c'est justement une création de la gauche. Alors, petit rappel. Le clivage gauche-droite, il est issu de la Révolution française. Dans l'hémicycle, on avait les révolutionnaires d'un côté, à gauche donc, et les contre-révolutionnaires de l'autre, à droite. D'un côté, les partisans de la Révolution, de l'autre, ceux qui voulaient conserver l'ancien régime. Jusque-là, normalement, je ne vous apprends pas grand-chose. Mais l'erreur, selon Michéa, c'est qu'on a tendance à penser que la gauche a toujours été du côté des travailleurs, du prolétariat. Et ça, c'est non seulement faux, mais c'est surtout absurde. Parce que pendant la Révolution, le prolétariat, ça n'existait pas. En fait, le socialisme, il n'apparaîtra qu'au 19e siècle, pendant la Révolution industrielle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gauche, originellement, ça n'a rien à voir avec le marxisme. Il n'était même pas né, Marx, pendant la Révolution française. Ce qui est à la base de la gauche, c'est bien la philosophie des Lumières qui prônait un idéal de liberté et de tolérance. Avec les Lumières, l'individu devient son propre maître. Plus rien ne peut imposer une morale à cet individu. Le maître mot de la gauche, c'est donc ça, la liberté. Et cette liberté, elle s'exprime concrètement par l'individualisme. Seulement voilà, la liberté, pour le travailleur qui ne possède rien d'autre que sa force de travail, comme on dit, ça lui fait une belle jambe. Tout comme le droit à la propriété, inscrit dans les droits de l'homme. Ça ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne que les bourgeois. Et ça, il faut bien le comprendre, au départ, il n'était pas question de défendre le travailleur, le prolétaire, qui n'existait pas, je le rappelle, mais bien de défendre les intérêts de la bourgeoisie. La gauche, au départ, n'est absolument pas là pour défendre le peuple. En fait, ce que Michéa nous dit, c'est que la gauche et le socialisme, ce sont deux choses différentes. Bref, le libéralisme, c'est le fruit des philosophes des Lumières, et il part d'une vision de l'homme assez simple. L'homme étant égoïste et incapable d'être bon, il faut se contenter du moindre mal. Les théoriciens politiques des Lumières vont donc imaginer un modèle de société fondé sur la privatisation des valeurs en supprimant toutes les autorités morales ou religieuses.
Et on considère que l'État n'a plus à intervenir dans la morale des individus. La liberté individuelle devient alors une norme. Évidemment, tout ça n'est pas sans risque. Quand on pousse la liberté individuelle à l'extrême comme ça peut finir par mener au chaos. Eh bien, les libéraux ont 2 solutions pour ça. Limiter la liberté de chacun pour qu'elle n'empiète pas sur celle des autres, c'est le fameux « ma liberté s'arrête où commence celle des autres ». Mais enfin, la liberté, c'est quand même un concept assez flou. Philosophiquement, c'est même très compliqué à définir. Alors les libéraux vont trancher la question, la liberté, c'est d'avoir le droit. Le libéralisme, c'est donc considérer que dès qu'une pratique ne nuit pas directement à autrui, il n'y a pas de raison de l'interdire. Tout ce qui compte, c'est le consentement. Et l'État, lui, n'a plus à imposer une vision du bien. C'est ça le fondement du libéralisme. Et l'autre solution du libéralisme, pour éviter le chaos, c'est de pacifier la société à travers le marché. L'homme est égoïste et ne souhaite que servir son propre intérêt pour assouvir ses désirs personnels. Eh bien soit, le marché lui permettra de satisfaire ses pulsions égoïstes sans passer par la violence. Et ce marché, il doit se réguler lui-même, sans que l'État intervienne. C'est le libéralisme économique. L'État n'a pas à intervenir dans les choix économiques des individus, tout comme il ne doit pas intervenir dans leurs choix moraux. Le principe est exactement le même. Bref, le libéralisme culturel, comme le libéralisme économique, c'est exactement la même chose. Et concrètement, tout ça donne des choses comme la GPA par exemple. Une femme peut louer son utérus parce qu'après tout, elle ne nuit à personne en vendant son enfant. Le seul problème que ça cause est d'ordre moral. Or, la GPA, c'est un des combats de la gauche aujourd'hui. Et avec cet exemple, on comprend bien que le progressisme de la gauche actuelle est la continuité directe du libéralisme des Lumières. Les gens de gauche, aujourd'hui, aiment se voir comme les défenseurs des faibles et des opprimés. C'est très bon pour l'ego et c'est très vendeur. Ils se pensent dans le camp du bien, comme on dit. Même si, à force d'être répétée, la formule a fini par devenir complètement cliché. Pourtant, ils ne sont que les idiots utiles du capitalisme. Parce que la gauche d'aujourd'hui, tout le monde l'a remarqué, a remplacé la défense des travailleurs par la défense des minorités en tout genre. D'ailleurs, les seules fois où on entend les gauchistes employer le mot de « travailleurs » aujourd'hui, c'est pour parler des travailleurs du sexe. Tout ce qui intéresse cette gauche, au fond, c'est bel et bien la liberté individuelle et la destruction des valeurs morales qui brident cette liberté. Et ça, c'est précisément ce dont le capitalisme a besoin. Parce que le capitalisme progresse en détruisant les limites morales de l'être humain. Et ce travail de destruction des limites morales au nom de la liberté individuelle, c'est précisément ça, le projet du libéralisme. Les avancées du marché n'ont été rendues possibles que par l'avancée des droits individuels. Et les droits individuels sont systématiquement défendus par les défenseurs du marché. Et l'arnaque ultime, c'est qu'on est arrivé à faire rentrer dans l'inconscient collectif que le conservatisme serait du côté du libéralisme et du capitalisme. Alors que philosophiquement, le conservateur, lui, encourage à maîtriser ses pulsions. Là où le libéral, lui, invite à céder à toutes ses pulsions, à accomplir tous ses désirs. D'ailleurs, le jouir sans entrave de mai 68, ce serait un slogan capitaliste absolument parfait. Parce que le capitalisme, il n'encourage qu'à ça, s'amuser, transgresser et jouir. Or, la gauche actuelle ne critique jamais cette volonté de systématiquement céder à ses désirs, à ses pulsions. Au contraire, elle l'encourage. La gauche combat la modération et elle la combat au nom du progressisme. Parce que le progrès aujourd'hui, c'est simplement le fait d'avoir toujours plus de liberté individuelle. Et quiconque critiquera cet état de fait sera taxé de réactionnaire. Alors, vous l'aurez compris, pour Michéa, il n'y a pas d'un côté la droite qui cherche à libéraliser le marché et limiter les droits des individus, et d'un autre la gauche qui voudrait réguler le marché et libéraliser les mœurs en accordant une liberté totale aux individus. Pour Michéa, gauche et droite sont les deux faces d'une même pièce. Et cette pièce, c'est le libéralisme. Une face culturelle, une face économique. Bref, gauche comme droite, même combat. Et ce qui maintient cet état de fait, c'est qu'on a tendance à considérer le système dans lequel on vit comme le moins pire des systèmes. Bon, comme Baudin vient de le montrer, le libre marché et le progrès culturel marchent main dans la main. Si le libéralisme sociétal et le libéralisme économique ne sont pas deux choses différentes, mais bien les deux faces d'une même pièce, il est bon de se demander sur quel socle elle repose, cette pièce. Au XVIIe siècle, l'Europe est dévastée par la guerre. La guerre de 30 ans, la guerre franco-espagnole, les multiples guerres de religion, les répressions des protestants, c'est la fameuse « guerre de tous contre tous », qui est décrite par Hobbes dans son Léviathan comme l'état de nature de l'homme. Les guerres civiles à répétition, que Pascal décrivait alors comme « le plus grand des maux », ont laissé un traumatisme si profond que la question politique va prendre un virage dans sa construction historique. En effet, depuis des siècles, la plupart des sociétés européennes sont fondées sur un ordre moral ou religieux,
sur une idéologie. En d'autres termes, sur une vision du bien, avec un grand B. Ces conflits européens et ces guerres civiles sont justement causés par la poursuite d'un idéal du bien. Ce sont des visions de société qui s'affrontent, proposant de définir la meilleure façon de vivre pour l'humanité. La prétention qu'ont les hommes de détenir la vérité sur le bien serait la source des conflits guerriers qui les agitent. Il convient donc d'abandonner cette prétention. Ainsi, la politique va vouloir se transformer pour viser non plus un idéal de vie bonne, une sorte de droit chemin à montrer au monde, mais plutôt une cohabitation pacifique entre les membres d'une société. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. C'est le début de la dissociation de la politique et de la morale. Les dirigeants vont ainsi mettre de côté leurs idéaux pour adopter une politique de compromis, qui serait la seule alternative empêchant les hommes de se battre à mort. À partir de ce moment, la politique se transforme, sagement, diraient certains, en instrument de gestion purement technique et réaliste, écartant tout rêve utopique d'un meilleur gouvernement, d'une cité idéale ou d'un droit chemin. Et c'est bien ça que l'auteur appelle, en référence à Machiavel, la stratégie du moindre mal. La crainte de la mort violente, la méfiance envers les proches, le rejet de tous les fanatismes idéologiques et le désir d'une vie enfin tranquille et pacifiée, tel semble donc être, en dernière instance, l'horizon historique réel de cette nouvelle manière d'être que les modernes ne vont plus cesser, dorénavant, de revendiquer. Je l'ai dit, le libéralisme moderne se base sur la suppression de toute autorité morale définissant le bien. C'est ce que Michéa appelle la neutralité axiologique. Concrètement, ça veut dire que le pouvoir moderne se doit d'être philosophiquement et moralement neutre. Il doit même aller jusqu'à s'abstenir de penser à ce que pourrait être la meilleure manière de vivre. Il faut laisser cette tâche aux individus. Prions l'autorité de rester dans ses limites, qu'elle se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux. Pour laisser place à cette fameuse liberté individuelle qui est l'étendard de notre modernité depuis la gauche des Lumières, et je dis toujours un nom, une vie, une âme, liberté. Il convient donc de se libérer des coutumes, des valeurs, des traditions, des normes, et surtout s'interdire de penser qu'il y aurait une façon de vivre supérieure à celle des autres. Parce qu'au fond, le bien, le bonheur, ce n'est qu'une affaire de goût, n'est-ce pas ? Voilà la base du relativisme culturel de notre temps. La neutralité axiologique est le socle de la fameuse déconstruction si chère à notre époque. Le progrès, sans brailleur moral pour le brider, caracole comme un cheval fou dans l'immense champ du possible. Et tant que l'on suspend notre jugement au nom du sacro-saint droit individuel, c'est la fuite en avant. Comme l'a montré Modin tout à l'heure, ce progrès des mœurs, il marche main dans la main avec le progrès du marché. L'idéal de la science lui offre une assise confortable pour prospérer. Cette adoration moderne, quasi religieuse, d'une science qui serait capable de tout expliquer, va favoriser l'apparition de la croyance qu'un traitement impartial de la politique serait possible. Ainsi, la politique deviendra une science et aura ses professionnels, comme les autres domaines des sciences dures. C'est toujours en effet au nom d'un savoir présenté comme scientifique que les idéologies modernes s'autorisent à déployer leurs effets. On remarque la propension grandissante de notre gouvernement à servir à son peuple des experts à toutes les sauces. Les scientifiques! Experts qui martèlent une parole basée sur la science, c'est-à-dire implicitement définie comme indiscutable et qui constitue la fondation de la politique mise en place, qui est donc elle-même indiscutablement la meilleure, ou en tout cas la moins pire. Enfin, celle du moindre mal. La société moderne n'a pas pour but de transcender les individus qui la composent, ni même de soulever un quelconque enthousiasme. C'est seulement un système qui nous permettrait à nous, incorrigibles humains, violents et vicieux par nature, de vivre plus ou moins en paix et en sécurité. C'est un système qui se revendique pragmatique et qui propose une approche réaliste, plutôt qu'utopiste, à l'épineux sujet de la coexistence entre les hommes. Mais, comme vous pouvez le sentir, cette stratégie du moindre mal, ce compromis politique, se base sur une prémisse philosophique forte. La nature humaine serait fondamentalement mauvaise. L'homme n'est animé que par ses intérêts. Les hommes étant incapables de vertu, baser la politique sur un idéal de bien est voué à l'échec. Il faut être pragmatique et prendre les hommes tels qu'ils sont. Et cette idée du vice égoïste inhérent à l'homme, il a des conséquences désastreuses. Et ça, c'est Modin qui va nous en parler.
La philosophie libérale considère que l'être humain est égoïste par nature. Le libéralisme consiste donc à penser une société dans laquelle chacun chercherait à poursuivre égoïstement son propre intérêt. Et grâce au marché, cette poursuite égoïste du bonheur profiterait à tous. Et quand on part de cette logique, on se dit que quelqu'un qui se soucierait du bien commun serait non seulement une exception, mais il serait en plus suspect. On se dit que si quelqu'un fait telle ou telle bonne action, c'est pour se racheter une conscience, ou pour se faire bien voir, bref, qu'il aurait quelque chose à y gagner. Pourtant, dans les sociétés prémodernes, il existait des échanges basés uniquement sur la confiance. C'était possible parce qu'il y avait un collectif. Les gens n'étaient pas aussi individualistes qu'aujourd'hui. Plus encore, selon Michéa, ces sociétés prémodernes favoriseraient des dispositions psychologiques et culturelles à la loyauté, quelque chose qu'on aurait partiellement perdu. Dans les sociétés traditionnelles, le rapport à l'autre, le rapport de confiance était extrêmement différent. Ces sociétés prémodernes étaient des économies du don. Elles se basaient sur la confiance entre les individus qui les composaient. Et ça, c'était possible grâce à ce que George Orwell appelait la common decency, qui est une notion absolument centrale chez Michéa. La common decency, c'est l'ensemble de règles de comportement vertueux que pratiquent les gens dans la vie quotidienne, et ce de manière spontanée. Et c'est ce qui permet d'augmenter la confiance entre les individus. Derrière l'idée de common decency, il y a l'idée qu'il existe des dispositions naturelles à la générosité et à la loyauté chez l'être humain. Donc, vous comprenez bien que philosophiquement, ça va totalement à l'inverse de la conception libérale des choses. On peut rendre service à quelqu'un de manière purement désintéressée, sans rien attendre en retour. C'est encore quelque chose qui est possible. Et ce concept de common decency, il peut se décliner de beaucoup de manières différentes selon les pays ou les époques, ce qui en fait donc un concept universel. Le truc, c'est que cette common decency, elle est plutôt mise à mal par le système libéral. Et ça a des conséquences. Parce que le système libéral fonctionne en fait grâce à des individus qu'il est incapable de créer lui-même, comme des juges incorruptibles, des fonctionnaires intègres, des éducateurs passionnés et des ouvriers qui ont un minimum de conscience professionnelle. Ces individus, indispensables à la perpétuation du système, sont porteurs de certaines valeurs comme l'honnêteté, l'intégrité, le service de l'État, la transmission du savoir, la conscience du travail bien fait, etc. Or, nous vivons dans des sociétés où ces valeurs sont de notoriété publique devenues dérisoires, où seul compte la quantité d'argent que vous avez empoché, peu importe comment, ou le nombre de fois où vous êtes apparu à la télévision. Ainsi, le capitalisme moderne est incapable de recréer le modèle d'individu sur lequel il s'est appuyé au départ pour prospérer. Et donc, forcément, ce modèle n'a pas d'avenir. Il est voué à s'effondrer, parce qu'il détruit de lui-même les valeurs nécessaires à son bon fonctionnement. Dès le plus jeune âge, les individus issus des sociétés libérales sont conditionnés à penser que le bonheur augmente par la consommation. L'individu est roi et les valeurs communes sont savamment détruites. L'individu isolé n'est plus qu'un outil du système. Il doit être indifférenciable. Il ne doit pas se démarquer des autres. Il n'y a plus d'idéal transcendant. La société n'a d'ailleurs plus le droit d'imposer un idéal, mis à part peut-être celui de la tolérance, servi par un moralisme hypocrite et étouffant. Toutes les valeurs des sociétés prémodernes sont rejetées. Le simple fait de faire appel au passé, c'est déjà prendre le risque de passer pour un réactionnaire, d'aller contre le progrès. Aux idéologies inutiles. La seule alternative, la fin de l'histoire. Michéa, c'est un penseur socialiste sans être de gauche, un conservateur sans être de droite, aimé des deux camps, détesté des deux camps, avare d'interviews, allergique aux médias, caustique sans être cynique. Ses écrits interpellent et méritent qu'on s'y attarde. Si vous voulez approfondir cet ouvrage très dense de Michéa, j'ai sorti une vidéo complémentaire sur ma chaîne qui traite d'un autre sujet abordé dans le livre, celui de la délinquance dans notre société. Que vous faites partie des lecteurs assidus, rêveurs heureux, déconnectés du monde, ou de ceux qui aiment à trouver des excuses de manque de temps pour noyer la honte du nombre ridicule de leur lecture, venez faire un tour sur ma chaîne, vous ne serez pas déçus. Je publie des textes et des histoires qui ont pour but de vous inspirer, de vous éloigner de vos téléphones et peut-être même de vous faire ouvrir un livre de temps en temps. Merci à Modin pour cette collaboration, à vous tous pour votre écoute, et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur un auteur dont je voulais parler depuis longtemps. Alors, c'est un livre assez dense, donc on n'a pas cherché à être exhaustif, simplement à parler de ce qui nous a semblé essentiel. Merci à Cato Minor pour sa participation. Alors, pour la petite histoire, Cato Minor est le grand gagnant de mon concours vidéo pour écrire le dernier épisode de ma série Éloge. Alors, je vous invite vivement à aller découvrir sa chaîne et à vous y abonner. Je mettrai les liens en description et en commentaire épinglé.